Salut, c'est Mister Kozo. Bienvenue dans Teach Me How to Rave, le podcast où on parle de musique électronique et de culture rave. Aujourd'hui, je reçois David Asco, un DJ producteur figure respectée de la scène électronique française. Quelqu'un qui a traversé plusieurs époques, des années où tout se construisait à la main jusqu'à ce qu'aujourd'hui, où tout va très vite. Maître de cérémonie des soirées Techno Body Music et surtout cofondateur du collectif puis label Club Culture, on va parler de ses débuts, de ses moments clés et de son rapport au dance floor, de ce qu'on demande pour durer et surtout de sa vision, comment il voit la scène maintenant et ce qu'il imagine pour la suite. Merci David d'être avec nous. Salut, c'est un plaisir d'être là. Alors si on parle un peu des tout débuts, est-ce que tu te souviens un petit peu de tes premiers instants où tu écoutais de la musique électronique? Ouais, les premières notes de musique électronique que j'ai écoutées, c'était au collège. Le fils d'un ami de mes parents écoutait de la musique électronique. Il était plus âgé que moi. Et j'ai découvert la musique électronique comme ça, avec des échanges de cassettes et aussi en écoutant une radio indépendante qui était diffusée à Lyon, qui s'appelait Radio Arc-en-Ciel, où tous les dimanches soirs, il y avait une émission avec toutes les news house, techno, trance, hardcore qui étaient diffusées. Et j'enregistrais ces émissions sur cassette. Et je cherchais après dans les disquaires les disques, enfin les sons que j'avais écoutés. J'allais acheter les disques dans les disquaires. Donc Je faisais, je faisais la même chose. j'ai découvert les disquaires très jeune, parce que je suis parti en école hôtelière, j'ai quitté le collège, je suis parti en école hôtelière et du coup, je suis parti de chez mes parents aussi en même temps et j'ai bossé dans des restaurants un petit peu partout dans la région Rhône-Alpes et donc du coup, j'allais dans les disquaires de Saint-Étienne, de Lyon, de Valence, d'Annecy, de Grenoble et cetera. Je me souviens, pareil, enregistrer les matins, genre sur Radio FG, ou des fois les soirées. Après, c'est de retrouver les disques quand tu allais chez le disquaire en disant au mec du truc, oui, ça fait un peu comme ça, c'est un. C'est exactement ça, ouais. Donc ouais, j'ai vraiment découvert la musique électronique quand j'étais au collège, quoi. Donc les tout premiers trucs, fin des années 80, on va dire, de 80, 88, 89, là, c'est là où vraiment j'ai découvert la musique électronique. Et ta première soirée où tu as pu un peu une espèce de révélation pour le DJing, c'était quand? Alors vraiment, ma première soirée, c'était dans une rave. Je bossais à l'époque dans un restaurant à Lyon et l'équipe du restaurant, le maître d'hôtel, m'a proposé d'aller dans une soirée. Il m'a dit, on va aller dans une rave ce soir, est-ce que tu veux venir? Moi, je savais pas ce que c'était une rave et j'ai déboulé dans un espèce d'entrepôt, dans les sous-sols d'un entrepôt. Et là, pour moi, ça a été la révélation. Je me suis retrouvé avec des gens festifs, colorés, joyeux, qui m'accueillaient avec bienveillance. Et le premier DJ que j'ai vu jouer dans une rave, c'était Manu Malin à l'époque. Et là, tu t'es dit, je veux faire comme lui. Ouais, ça a été un peu une révélation. J'ai passé la soirée à regarder et écouter les DJ. Et je me suis dit, un jour, je serai à sa place, quoi. Du coup, premier matos, c'était quoi? Tu as commencé avec quoi? Bah, le premier matos, premières platines que j'ai eues quand j'étais adolescent, c'était des platines BST à courroie et une table de mixage Gemini. Donc c'était vraiment un matériel assez désuet sur lequel j'ai commencé à apprendre à mixer. Et bien plus tard, quand j'avais de l'argent, parce que je travaillais, j'étudiais l'hôtellerie-restauration, mais je travaillais aussi dans les restaurants, donc tous les pourboires et tout l'argent que je faisais, les extras, etc. J'ai investi Tout en disque et en. dans du matos, dans les vinyles, dans tout, quoi. Du coup, tu as tout appris tout seul ou tu t'es fait un peu aider au début? Bah, j'ai vraiment appris tout seul. J'étais dans ma chambre, j'écoutais, j'écoutais les émissions de radio parce qu'il y avait des émissions de radio qui étaient mixées aussi. Donc j'écoutais les enchaînements et quand je sortais aussi en club et en rave, je regardais beaucoup en fait les DJ mixés pour voir comment ils faisaient pour enchaîner le disque et j'apprenais de ça en fait. Mais j'ai vraiment été autodidacte, ouais. Il n'y avait pas comme aujourd'hui des écoles où on apprend à mixer, etc., quoi. Et tu te souviens un peu de ton premier gig qui était important, où tu as été payé pour la première fois? Ouais, en 96, avec des potes, on a monté un collectif qui s'appelait Jumping Bass à l'époque. Ok. Et on organisait des soirées sur toute la région Rhône-Alpes. Et ça a été un peu une folie, quoi. C'est-à-dire qu'on a organisé notre premier rave, on a eu plein de gens. Et on a organisé aussi des soirées dans des bars. Et bien avant ça, en fait,
avant 95, quand je bossais dans un resto à Lyon, il y avait en face, le trottoir d'en face, un club qui s'appelait le Moulin Rouge à Lyon, qui est maintenant fermé. Et il y avait une salle techno au sous-sol. Et j'y allais quasiment. C'était ouvert jeudi, vendredi, samedi, j'y allais tout le temps. Et le résident techno, petit à petit, m'a laissé mixer un peu une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Et au fil du temps, j'ai presque fait des nuits complètes à jouer là-bas. Et c'est là que j'ai fait un peu mes premiers pas de DJ, à jouer devant du monde, quoi. C'était un peu le moment où tu t'es dit que ça devenait un peu sérieux, que ça allait vraiment devenir ton métier? Bah, Ou c'est venu plus tard? c'est là où je me suis dit, je suis ultra passionné par ça, quoi. C'est-à-dire que toute ma vie tournait quand j'étais adolescent et jusqu'à bien plus tard, je me suis dit, ouais, je veux faire ça, quoi. La musique, c'est ma vie, c'est ma passion. Même si j'étais passionné par les études que je faisais en hôtellerie-restauration, je faisais pas la même chose que les gens de mon âge à l'époque, quoi. Tous mes potes étaient passionnés de sport, avaient divers, diverses passions. Moi, c'était vraiment la musique à fond, quoi. Tout pour la musique, quoi. Comment tu travailles tes sets? Est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce que tu prépares quelque chose? Est-ce qu'il y a une narration que tu suis? Est-ce qu'il y a des comment ça marche? Alors, chaque semaine, je joue dans un club, une fête, une rave, qui est différente l'une de l'autre. La ville n'est pas la même, le pays n'est pas la même, l'heure à laquelle je joue n'est pas la même non plus. J'ai la chance maintenant de recevoir beaucoup de promos toutes les semaines. J'écoute entre 150, 200 et certaines semaines 250 tracks. Donc je me fais une espèce de sélection ça dépend, de 20, 30, 40 tracks. Donc j'ai des news toutes les semaines que je joue. Et j'ai toujours des classiques dans mes sets que je joue aussi, etc. Mais j'ai pas vraiment de préparation, je prépare pas vraiment un set. Quand j'arrive dans un club, je sens un peu le mood. J'écoute aussi ce que joue le DJ avant moi. Des fois, d'une ville à l'autre, d'une heure à l'autre, c'est pas le même set, c'est pas la même approche, quoi. Mmh. Et du coup, pour toi, la production, c'est arrivé un peu plus tard? Ouais, c'est arrivé bien plus tard la production. Moi, je me considère vraiment DJ avant d'être producteur. Le DJing, c'est mon métier. Producteur, c'est plus un hobby en fait. Euh, j'ai pas été contraint et forcé de faire de la Parce que musique. je trouve que maintenant, on demande surtout aux DJ d'être aussi producteurs C'est ça, pour promouvoir, leur musique et leur c'est gig, en ça. fait. Et en fait, moi, c'est arrivé sur le tard parce que j'avais pas, je trouvais pas la nécessité en fait de produire de la musique. J'en avais pas envie, j'avais pas forcément le matos, j'avais pas. Voilà, comme je dis, moi, je suis DJ, je suis pas producteur. C'est venu sur le tard parce que bah, quand tu vieillis, quand les années passent, tu te dis, bon, il faut peut-être que je marque un petit peu mon empreinte aussi. Et c'est là que je me suis mis à composer de la musique sérieusement et aussi pour des besoins, c'est con à dire, mais pas marketing, mais le système demande qu'aujourd'hui, tu sois DJ et aussi producteur, quoi. Et quand tu produis, est-ce que tu as un process qui revient régulièrement ou est-ce qu'à chaque fois tu repars un peu de zéro? Je repars souvent de zéro. Ces dernières années, j'ai produit une musique techno assez rapide, assez sombre. Euh, En 2025, j'en ai eu un peu ras-le-bol. J'ai sorti un seul EP, qui n'a pas très bien marché d'ailleurs, pour être honnête. Je me sentais pas en phase en fait avec la musique que je composais et celle que je jouais. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai ralenti la cadence. Quand je joue beaucoup moins rapide. Je joue beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus groovy. Et là, depuis fin 2025, j'ai décidé de revenir un petit peu au basique de ce que j'aime, la techno qui groove, la techno qui a plus de mélodie, une musique plus sexy, plus dansante. Et donc du coup là, je travaille différemment avec plus de sampling, en m'inspirant de tous les pionniers qui ont fait la techno dans les années 90. On va de Lux Letter à Ben Sims, à Jeff Mills et tant d'autres. Donc, ouais, les process de production sont différents aujourd'hui, quoi. Je produis de la musique vraiment pour me faire plaisir et pour faire plaisir aussi aux gens qui vont danser sur ma musique, quoi. Tu te rappelles de ton tout premier track que tu as sorti? Ouais, c'était Technothérapie qui était sorti en novembre 2017. Euh, donc Technothérapie qui était sur un EP où il y avait 4 titres. Et ça n'a pas marché. C'est-à-dire que novembre, décembre, janvier, rien ne se passait.
Et les ventes décollaient pas, le titre n'était pas joué, enfin, c'était une grosse déception, et pour moi, et pour le label, etc. Et en mars 2018, bon, ça fait 8 ans bientôt, Dagji, qui jouait dans une méga rave en Hollande. À l'époque, il y avait encore les lives Facebook qui se faisaient, etc. Facebook était on va dire, l'outil de propagande de la techno numéro un. Et le festival, je crois que c'était Rotterdam Rave, fait un live Facebook de Dagji quand il joue Technothérapie. Et là, ça a été une folie totale. Les commentaires sous la vidéo, les gens qui demandaient Track ID, Track ID, Track ID, Track ID. Et là, de fil en aiguille, de semaine en semaine, bah, je me suis aperçu que Dagji le jouait partout, que d'autres DJ le jouaient partout aussi. Et là, ça a été un peu l'explosion. Et c'est ce qui m'a fait connaître vraiment en tant que producteur. Je peux remercier Dagji qui l'a joué pendant longtemps et qui me soutient toujours encore aujourd'hui. Est-ce que du coup, quand on fait comme ça, on va dire entre guillemets «un tube», est-ce que vraiment ça aide vraiment au booking? Oui, vraiment. Ça change la donne en fait. On est perçu un peu différemment. OK. On va un peu revenir un peu à la scène d'avant. Comment tu la compares avec celle de maintenant? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Bah, il y a plein de choses qui ont changé. Bah, déjà, toutes les technologies qu'on n'avait pas dans les années 90 qu'on a aujourd'hui. Donc déjà, ça a changé beaucoup de choses, ça a creusé un énorme fossé aussi. Euh, dans les années 90, au tout début de la musique électronique, c'était un truc de passionné. C'était des choses qui étaient interdites. Je sais pas si tu te souviens, mais dans les années 90, écouter de la musique à un rassemblement de plus de 50 personnes écoutant de la musique répétitive, c'est un truc qui était interdit par la Je me loi en souviens fait. qu'il y avait carrément, on voyait à la télé, des fois des arrestations pendant des raves et c'était C'était vraiment ça genre, il y avait exactement. une vraie lutte avec, Moi, le moi, moi, j'ai gouvernement. moi, j'ai vécu ça quand on organisait avec mon collectif, on organisait des raves. On a eu des procès, on a eu les flics sur le dos tout le temps, on a été sous surveillance, etc. Alors que nous, on était là juste pour faire la fête et faire la fête aux gens, quoi. Et se retrouver en famille, entre guillemets, quoi. Est-ce que tu trouves que le public maintenant, il écoute la musique différemment qu'avant? Oui, bah maintenant, avec toutes les plateformes pour écouter de la musique, ça a simplifié les choses. Dans les années 90, pour organiser une soirée, euh, il fallait faire des flyers, c'était clandestin, il fallait diffuser les flyers de rave en rave dans les boutiques de disques aussi. Euh, En tant que DJ aussi, c'était différent. Il y avait pas les réseaux sociaux pour diffuser sa musique et les plateformes. Donc c'était des vinyles. Il fallait aller toutes les semaines acheter des disques chez les vinyles, des vinyles chez les disquaires, Mystère. pardon. Et oui, c'était complètement différent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont mieux, des choses qui sont moins bien. Mais je trouve que depuis l'après-Covid, les choses ont un peu dégénéré quand même, quoi. Justement, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont un peu mettent un peu une pression sur les artistes? Que ce Oui, soit au niveau créatif ou au niveau, marketing, au niveau oui, 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 complètement. On va dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, si tu n'es pas présent sur Instagram, Facebook, etc., bah, tu n'existes pas aux yeux de plein de gens, en fait. La nouvelle génération, là, d'après Covid, je reprends celle-ci de génération, qui n'a pas pu sortir pendant presque 2 ans, a découvert la musique électronique via les réseaux sociaux et n'ont pas découvert ce que c'était les codes de sortir dans un club, dans une rave, etc. Donc c'est vrai que ça peut être un peu problématique aujourd'hui, quoi. du coup, parle-nous un peu de Club Culture. Bah, Club Culture, un soir de novembre 2020, on était considérés comme non essentiels, donc c'est-à-dire les clubs, les artistes, le milieu de la culture un peu plus globalement. Moi, j'étais complètement déprimé. Tous les gens que j'avais au téléphone étaient aussi complètement déprimés. Et je me suis dit, on va peut-être pas rester comme ça à se morfondre pendant des semaines et des semaines. Les SMAC, toutes les salles subventionnées en France, les théâtres, etc., eux bah, avaient l'argent qui rentrait quand même. Nous, on n'avait plus rien, on était au bord de la faillite. Parce qu'en gros, la musique électronique n'était pas reconnue comme, Mais c'est même, essentielle c'était même au-delà de la musique électronique, c'était la scène, la fête n'était pas reconnue. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé plein de clubs partout en France, et au final, on s'est réunis à peu près une quarantaine de clubs. On faisait des visios toutes les semaines pour se poser des questions en se disant, bon, voilà,
Nous, on est privé, qu'on soit artiste, patron de label, agence de booking, club. On est privé, on n'a pas d'aide, on n'a rien, on n'est pas reconnu comme des lieux culturels. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de faire quelque chose, de mettre en place une action et de monter un projet? Et on a monté ce projet de Club Culture qui est un label en fait, qui permet de reconnaître un club comme un lieu culturel Ouais. et tout l'écosystème qui va autour, c'est-à-dire les intermittents du spectacle, les artistes, les techniciens, les barman, les fournisseurs, etc., quoi. Et c'est vrai que depuis, du chemin a été fait et il y a 1 an maintenant, le label Club Culture a été validé par le ministère de la Culture. Alors, pour moi, c'est qu'une première étape. Parce qu'aujourd'hui, ce label, c'est bien, mais maintenant, il faudrait aussi que divers organismes et l'État puissent soutenir financièrement aussi. C'est quand même fou que 30 ans après, on est toujours au même stade à se battre Oui, pour la musique électronique, pour battre pour défendre les droits de la exactement. fête et des clubs. La musique électronique et la French Touch particulièrement a été reconnue là, il y a quelques semaines par le ministère de la Culture. Ok, c'est vachement bien. La French Touch, tout ça, c'est beau, c'est sur le papier, c'est Bah, ça fait quand super. même une porte d'entrée, c'est quand même un bon début. C'est une bonne porte d'entrée, mais pendant ce temps-là, les free parties, la scène free party se fait tabasser. Enfin, les gens qui organisent des free parties se font saisir le matériel, se font tabasser, ne peuvent plus faire la fête librement, et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on reconnaît d'un côté des choses, et d'un autre côté, on met une répression en place qui n'a jamais été aussi forte, quoi. J'ai l'impression de revivre ce que nous, on vivait en organisant des raves dans les années Exactement, 90, quoi. ouais. Un peu comme un retour en arrière, à chaque fois, c'est la même lutte qui revient Oui, et oui, bah, de toute façon, voilà, la musique électronique, c'est politique. Les gens qui me disent que c'est pas politique, c'est faux. La musique électronique a été créée par la communauté afro-américaine et a été popularisée par la scène queer américaine et européenne et mondiale, on va dire. Et oui, il y a encore des luttes aujourd'hui qui sont pas gagnées, quoi. C'est-à-dire que le combat n'est pas encore gagné. La musique électronique n'est pas encore reconnue à sa juste valeur, quoi. C'est quand même une des musiques françaises qui se vend le plus, qui s'exporte le plus à l'international. je crois qu'à Berlin, ça a été reconnu comme, Ah oui, 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 à Berlin, ça a été reconnu. Dans d'autres endroits dans le monde, il n'y a pas de souci en fait pour organiser des choses, faire des fêtes. En France, il y a toujours une peur, j'ai cette l'impression. peur en fait des pouvoirs publics de se dire ouh là là, attention, la techno, la drogue, etc. Bon, stop, quoi, ça va, on a entendu ça, nos parents ont entendu ça quand le rock est arrivé. Nous, on a entendu ça, moi, quand j'avais 18 ans, on a entendu ça quand la musique électronique est arrivée. Bon, faut peut-être passer à autre chose et changer de discours, quoi. Mmh. Donc du coup, parle-nous aussi de ta soirée, Techno Body Music. Ouais, alors, Technomanie Music, j'ai fondé ça il y a 8 ans, justement pour retrouver un peu l'esprit qu'il y avait dans les premières soirées que j'organise dans les soirées des années 90. Euh, c'est une soirée queer, techno, euh, qui a commencé dans des tout petits endroits, qui maintenant ont fait des tournées un peu partout en France, et bientôt aussi on va s'exporter en Europe. C'est une soirée qui met en valeur aussi des performances, des shows BDSM, fétiches, des shows de drague, etc. Euh, alors, nous, on fait du drag, c'est pas du drag race, même si on a beaucoup de respect pour ce qui se passe avec Drag Race, et c'est vachement cool, parce que ça a démocratisé, ça a mis aussi en lumière des artistes, pour préciser qu'ils sont là depuis les années 80. Mmh. Les drag queens ne sont pas arrivés en France dans les soirées grâce à France 2 et Drag Race. Euh, je pense que tu as connu aussi, mais dans les clubs dans les années 90 et 90, même dans oui, les raves, beaucoup, hein. il y avait des drag queens, il y avait des créatures, il y avait tout un tas de gens qui se mélangeaient. Et c'était moins problématique qu'aujourd'hui, on va dire. Donc moi, j'ai voulu créer TBM pour avoir des lieux safe, euh, re- regrouper la communauté queer et avoir cette liberté en fait de s'exprimer. Chez TBM, il n'y a pas de photos, pas de vidéos. Ça permet au public de se connecter avec les artistes et aux gens de se parler aussi.
J'allais du coup en venir. Qu'est-ce que tu en penses du coup de la politique nos photos, nos vidéos dans Ah les bah, la clubs? public photo, nos photos, nos vidéos, moi je suis pour qu'elles se généralisent partout, dans tous les clubs en France, quoi. Et au-delà des clubs, même dans les salles de concert, partout, etc. Moi, Du je coup, avec ça, on retrouve la connexion un petit peu avec le public et oui, la musique? c'est ce que je te disais, c'est que quand tu vas en soirée, que tu n'as pas de téléphone, tu fais pas de photos, pas de vidéos, déjà, tu peux t'habiller ou te déshabiller Comme tu veux, il y a pas de de façon naturelle, sans avoir de jugement, sans être filmé. Tu te sens plus libre et surtout, les gens se parlent en fait, quoi. Les gens communiquent entre eux et moi, en tant que DJ, d'arriver dans un club et d'avoir des gens avec une trentaine, quarantaine de personnes devant la scène avec téléphone. des flashs et des téléphones, c'est juste pas possible en fait. Du coup, après 30 ans de musique, de soirées, de défendre la musique électronique, comment on garde la motivation? Par la passion, Un passion, vrai passion, passionné. passion, passion, passion. Moi, je suis un passionné depuis que je suis né, je suis passionné de musique. Et depuis que je suis adolescent, je suis tombé amoureux de cette musique. Tu t'es jamais dit un jour j'arrête tout? Si, si, plusieurs fois par an, je me dis que je vais tout arrêter, ouais. OK. Parce que des fois, des remises en question, un set qui m'a pas plu, une soirée qui n'a pas marché, ce qui arrive à tout le monde, Bien sûr, ouais. une connexion qui s'est pas faite, ou des fois un ras-le-bol parce que j'en suis à ma 8e date dans le mois et que je suis fatigué, je suis épuisé. Mais oui, je me dis, ouais, je vais tout arrêter, et puis finalement, non, je m'arrête pas, quoi. Je pense que je vais continuer jusqu'à que je puisse jouer et monter sur scène, quoi. Et comment on reste fidèle un peu à ses débuts, à son son, pour pas tomber dans des trends ou tomber dans des Bah, j'en reviens à la passion, c'est-à-dire que faire ce qu'on aime, c'est-à-dire que moi, chaque disque, chaque track que je joue dans un club, je l'assume complètement, je l'aime, quoi, en fait. Mmh. C'est-à-dire que je rentre pas dans une routine chaque semaine, je fais un set différent. Chaque semaine, je me connecte avec des personnes différentes, je vais dans une ville différente. C'est ça qui me nourrit aussi depuis tant d'années et qui me permet de C'est rester les d'être passionné, quoi. les rencontres et la connexion et l'échange surtout peut-être. Ouais, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans les 3 à 5 années à venir pour le clubbing et pour la musique électronique? Alors, qu'est-ce qui va arriver? On a vu ce qui est déjà arrivé depuis l'après-Covid. Tu On a parles vu, de la art techno ou tu parles de on a vu arriver un espèce de phénomène de hard dance avec des grosses soirées qui se font avec des milliers de personnes, avec des scénographies hallucinantes, avec des 20, 30, 40 000 personnes qui jouent quasiment tous la même chose. Euh, c'est devenu hyper marketing. On a vu pousser des artistes en 6 mois, un an, avoir 2 millions de followers sur les réseaux sociaux, jouer des sets préenregistrés, euh, mettre plus en avant le côté spectacle, le côté musical. pour toi, c'est une autre scène ça? Moi, c'est notre scène, ouais. Moi, je fais pas partie de cette scène-là. Je veux pas en faire partie. Mais oui, aujourd'hui, la scène, c'est scindé en deux, quoi. Ça fait quelques mois, voire un an. Il y a ces trucs-là qui sont le cirque, la fête à neuneux et tout ce qu'on veut. Et il y a les clubs, les fêtes plus intimistes, là où je joue, là où j'aime être, parce que c'est plus familial, plus convivial. Les gens viennent pour la musique, ils viennent pour la fête, pour l'énergie. Ce sont deux choses vraiment différentes. Pour toi, c'est un peu tu as envie plutôt un retour aux sources et Oui, un retour un peu au clubbing d'avant et un peu des choses comme ça? ouais, exactement. C'est ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, quand il y a eu toute cette mode électro, Fluo Kids, avec, j'englobe là-dedans aussi toute la dubstep, tout ça. Ça a été des phénomènes incroyables pendant 2-3 ans. Ça a inondé tout le marché. Les clubs ne voulaient programmer que ça. Nous, les DJ techno, on était des parias. Tout était, voilà, enfin, on avait disparu un peu de la circulation. Moi, pendant quelques années, je n'ai plus joué. Enfin, on était plein d'artistes house et techno à ne plus jouer nulle part, quoi. Que c'était plus à la mode? Parce que c'était plus la mode. Et puis, les clubs voulaient remplir. Donc, ils suivaient la mode du truc qui était à l'époque, l'espèce d'électro, comme je disais, électro-turbine, la dubstep et compagnie, etc. Et c'est arrivé très fort et c'est reparti aussi fort et ça a disparu de la circulation, ouais. C'est redevenu des trucs de niche, en J'ai fait. l'impression que maintenant, il y a plus, un public pour tout, on va dire, pour tous les styles et tout marche un peu,
plus ou moins au même Bah, niveau, non? oui, oui, À part que oui, enfin, la art techno domine, mais après, il y a toujours des soirées house qui fonctionnent, bien sûr, toujours des bien soirées, sûr. Après, c'est ce que je disais, c'est revenir à l'essentiel, la fête, la musique, la connexion avec les gens et aller justement dans des endroits, dans des clubs, multi ouais. dans des vrais clubs qui prônent toutes ces valeurs-là, quoi. Donc il faut retourner dans les clubs, faire des fêtes plus intimistes, de 300, 400, 500, 600 personnes. Et ça c'est, pour moi, c'est ce qui est en train de revenir, quoi. Est-ce que tu ne crois pas qu'on a gâché tout ça par rapport au cachet des artistes qui demandaient de plus en plus, Bien qui sûr, du coup rend la fête des fois impossible pour les promoteurs à gérer, bien sûr. parce que c'est tellement compliqué à gérer une soirée? Quand tu as des budgets qui explosent, tu dois forcément, faire des entrées plus chères et tout Bah, ce qui va avec on et que ça gâche un peu le truc principal de oui, toutes les bah, soirées, quoi. on repart de ce phénomène de grosses, soirées qui se font dans les parcs expos, les zéniths et cetera, où Mais là, ça, on il y en avait déjà avant, je pense. oui, C'est juste que il y en avait c'est avant, la hein. façon, je Alors, pense, ça a changé, la façon dans les années 90, il y avait ce genre de choses. Quand il y a eu les premières technoparades, il y avait les Magic Garden, Magic Garden. les Futuria Productions qui faisaient des zéniths, des Bercy, des parcs expos aussi, mais c'était pas pareil. Et on peut pas comparer, cette époque-là et celle d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux déjà, Ouais, c'était peut-être pas les mêmes salaires non plus, je pense. c'était pas les mêmes cachets d'artistes non Ouais. plus, et puis, en termes de qualité de programmation, c'était pas du tout la même chose non plus. Mmh. Il y avait une diversité quand on allait à Magic Garden ou les soirées Futuria Productions, et tant d'autres, j'en oublie plein, et les Borealis à Montpellier, et tout ça et cetera. Il y avait une diversité de programmation. On allait dans des giga events, mais il y avait de la house, il y avait de la techno, il y avait de la drum and bass, il y avait de la trance, il y avait du hardcore, il y avait même de l'ambiance. Enfin voilà, c'était hyper divers, quoi. Je trouve qu'avant les DJs Et là aujourd'hui, c'est les gros trucs qui se font dans les hangars, dans les parcs expos, c'est la même chose. Tu prends du premier DJ au dernier DJ, imitent c'est la la même même chose. musique, ça turbine à 180, 190 BPM. Et moi aujourd'hui, je me sens pas en fait en phase avec ça, quoi. Alors peut-être que je suis peut-être trop vieux ou je ne sais quoi, mais moi j'arrive pas à me connecter avec cette scène-là, quoi. Et j'ai même pas envie en fait. Ouais, mais moi non plus, mais je Et, pense de et je pense que cette scène, toute façon, on voit qu'elle va pas durer, que c'est en train déjà de oui, s'essouffler un oui, petit oui, peu et oui, qu'on va oui. passer à autre C'est chose. en train de s'essouffler, on va passer à autre chose. De toute façon, c'est cyclique. Moi, depuis 30 ans, je vois passer des trucs, ça vient, ça repart, c'est toujours la même chose, quoi. Mmh. Mais oui, moi, j'aimerais en fait qu'on privilégie la musique, la fête, des endroits safe, avant de privilégier tous ces gros trucs là où les prix d'entrée sont exorbitants. Euh, quand un gamin de 18-20 ans a payé 60 balles l'entrée d'un truc comme ça, plus les consos, plus le machin et tout, il a donné 100 ou 150 balles, bah, il ne peut plus sortir du mois, quoi. Mmh. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a toute une génération qui va uniquement dans ces gros événements, mais une fois de temps en temps, quoi. Je pense que ça va un peu à l'encontre du début de ce mouvement, en fait, Bah, du bien mouvement sûr, techno. C'est complètement l'effet inverse. nous, on a voulu que la musique électronique soit reconnue, mais on n'a pas voulu non plus qu'elle soit détruite par toute une nouvelle génération de promoteurs qui pensent marketing, qui pensent Argent. argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les DJ, c'est des numéros. On investit je ne sais combien de milliers d'euros sur un artiste. On va acheter des followers sur les réseaux sociaux, on va les mettre en avance. Ils savent pas mixer, ils sont beaux, ils sont gentils, on les met sur la scène. Bon, enfin, c'est pas ça la musique électronique, quoi. On verra pour l'avenir, mais je pense que on sait un peu ce qui va se passer. Ouais, Est-ce que tu as un message, du coup, pour les nouvelles générations de DJ producteurs et promoteurs? bah, faites de la musique avec votre tripes, avec votre cœur. Organisez des fêtes qui vous ressemblent. Euh, Restez passionnés dans ce que vous faites, quoi. Et Et j'ai une puis dernière question. aimez-vous les uns dans les autres. Ma dernière question, ce serait: qu'est-ce que tu penses des gens qui disent: «La techno, c'était mieux avant»? Alors, moi, je suis pas dans cette catégorie de dire que c'était mieux avant. Aujourd'hui, il y a vachement de trucs qui sont bien mieux qu'avant. Alors, on parlait des nouvelles technologies, des réseaux sociaux qui ont un peu cassé certains trucs, mais ça aide aussi aujourd'hui à aller plus vite. Par exemple, moi, je suis très content aujourd'hui d'avoir des clés USB et de ne plus avoir des bacs de disques à porter. Alors certes, ça a tué les disquaires qui étaient le peu de disquaires qu'il y avait encore en France, il n'y en a presque plus maintenant.
Mais moi, en tant qu'artiste, d'avoir la musique chez moi, de pouvoir travailler de chez moi, c'est quand même bien plus pratique. Et puis, aujourd'hui, organiser une fête, c'est devenu beaucoup plus simple. Dans les années 90, il fallait faire des flyers, il fallait distribuer les flyers dans les disquaires, dans les autres raves et autres soirées, etc. On prenait des risques insensés parce que c'était interdit ce qu'on faisait. Aujourd'hui, maintenant, voilà, tu veux sortir, tu vas sur Shotgun et d'autres plateformes, sur Era, Et tu as une etc. liste de Et soirées. tu as une liste de soirées par ville, par pays qui est juste assez incroyable. Donc, ça a facilité aussi l'accès à la musique électronique. Donc, d'une manière ou d'une autre, voilà, ça a peut-être un petit peu trop démocratisé les choses, mais en même temps, c'est ce qu'on voulait aussi. Et Trouver la bonne balance. ouais, il faut trouver la bonne balance, ouais. Mais oui, non, moi je suis nostalgique en fait de l'ambiance qu'on avait dans les années 90. Je suis nostalgique de ce côté familial et bon enfant qu'on avait dans les années 90. Oui, ça me manque. Parle-nous du coup un peu de ton actualité qui va venir dans les mois prochains au niveau EP, musique et soirée. Ouais, alors là, je suis en train de travailler et finaliser un EP qui va sortir en mars ou en avril. Donc, comme je disais tout à l'heure, je reviens un petit peu aux fondamentaux de la musique électronique en produisant une techno beaucoup plus groovy, beaucoup plus sexy, beaucoup plus festive et chaleureuse. Et sinon, bah, il y a la tournée TBM qui se poursuit partout en France. Donc à Lyon, au Sucre, à Dijon, à Paris, à Toulouse. Et j'ai pas mal de dates aussi à venir en France, en Suisse, en Angleterre et un peu partout. Après, vous pouvez suivre toute mon actualité. Sur les réseaux sociaux, Ouais. David Asco. Merci à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Un tour sur le dance floor. Ciao.